l'association, que je ne connaissais pas, bien que partageant mon temps entre le Berry et Paris depuis plus de 40 ans. Et j'ai vu qu'elle était très active et je suis très heureux de partager cette soirée avec vous. Et je vais vous parler effectivement du cheval, plus particulièrement de l'hippodrome, puisque c'est sur ce sujet que vous m'avez sollicité. Mais on essaiera de balayer un tout petit peu plus large. On commence effectivement par rappeler un peu l'histoire du cheval depuis l'Antiquité. C'est pour ça que vous avez l'image qui s'affiche dans mon dos des périodes de l'Antiquité. On verra comment le cheval a progressé au travers des siècles, tant sur le mode équestre que sur le mode hippique, sachant que l'hippisme et l'équestre sont aujourd'hui deux mondes bien différents. L'hippisme, c'est les courses, c'est assez professionnel, et l'équestre, c'est tout ce qui est loisir, que vous connaissez dans les différentes pratiques sportives qu'on peut imaginer. Donc je vais monter en tribune. Oui, si vous m'entendez bien, voilà, c'est bon. Alors effectivement, le cheval a effectivement un large passé, bien avant la période antique. Mais les courses de chevaux ont commencé d'ailleurs avant l'époque romaine en Perse et autres pays de l'Orient, et se sont développés effectivement sous des formes diverses. On connaît tous le film Ben-Hur avec ses chars. Il y avait plusieurs hippodromes, pas sous les formes qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, notamment un qui était très célèbre, qui était celui de Constantinople, et qui a donné effectivement naissance Constantinople, qui avait un quadrige magnifique et qui a servi de modèle pour de nombreux quadriges qu'on peut voir sur les monuments parisiens, par exemple, comme au Grand Palais, comme sur l'Arc de Triomphe du Louvre, ou sur l'hippodrome de Moscou et autres, ou Versailles. Donc ce quadrige était très célèbre. Et il était sur l'entrée de l'hippodrome de Constantinople. Vous voyez, c'est donc une histoire assez ancienne. Alors, après la période romaine, vous connaissez la chute de l'Empire romain et le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une période assez riche, parce que c'est là où on invente effectivement le collier, la charrue, et donc il y a un vrai développement de nos territoires. On remet à l'ordre du jour la ferrure, que les Romains avaient déjà mis au point avec des hipposandales, et ça permet effectivement un très large développement de nos territoires. Et la plupart des bourgs que nous connaissons datent de cette époque, où justement toute l'agriculture a démarré. Parallèlement à l'agriculture, vous avez le cheval d'armes, qui sert beaucoup dans les guerres, et qui sert également au tournoi. Alors, vous connaissez effectivement les tournois qui pouvaient exister, il y avait aussi des carousels. Donc la notion de spectacle équestre se développe au fil du temps, progressivement, et chemine. Et puis, les chevaux d'armes, on est obligé de les acheter en Flandre. On est obligé de les acheter, les chevaux plus légers, on les achète au nord de l'Espagne. C'est une sortie de devise importante, c'est le problème du pétrole au jour d'aujourd'hui. Et donc le grand Colbert, dont je ne cache pas l'admiration, le grand Colbert dit: il faut arrêter de dépenser de l'argent, que nos devises partent à l'étranger. On va donc créer les haras nationaux en mettant à disposition des étalons sur le territoire français et au service des éleveurs, et on va donc créer une sorte de sudbook qui permettra d'améliorer la race et justement de fournir nos armées. Et cette idée des haras nationaux, le pays était divisé en circonscriptions, et chaque étalon tournait selon les dépôts, ce qui évitait la consanguinité. Et cette idée a cheminé au fil des siècles pour être prise par Napoléon.
Alors voilà, ça c'est la France découpée, alors ça c'est le modèle Napoléon, hein. C'est la France qui a été découpée en circonscriptions. Chaque circonscription s'appuyait sur des bassins d'élevage. Et donc vous aviez le haras national pour le Berry, nous étions la circonscription du centre était Blois, et vous aviez des dépôts, comme je vous le disais, où les étalons tournaient de saison en saison pour éviter toute consanguinité. Et dans notre région, on avait notamment Sancoin, La Châtre, les Rondes, tout ça s'appuyant toujours sur un territoire fait d'un bocage, où il y a un élevage plus fort par rapport en opposition aux terres céréalières. Et donc chaque région a un peu des races plus ou moins particulières. Vous avez, bien sûr, dans les chevaux de trait, vous avez les chevaux du nord des Boulonnais, mais vous avez aussi les Anglo-Arabes qui sont dans le sud-ouest de la France. Donc la France offrait effectivement un patrimoine assez riche en termes d'élevage, tant pour les chevaux de trait qui étaient à l'époque qui fournissaient toute l'énergie qu'on connaît, et pour l'agriculture et l'industrie, et puis les chevaux d'armes qui restent effectivement d'actualité pour toutes les guerres que notre pays a connues. Et puis, il faut savoir que, donc, on a parlé de Louis XIV, le développement de la mise en place des haras nationaux, et vient Louis XV, la période de Louis XV. Alors, Louis XV était, dit-on, très bon cavalier. Il était entouré de grands maîtres de l'équitation comme Puvinel, le Comte d'Or, la Guerrière. Et il faut bien ramener le contexte de l'époque. C'est l'époque aussi où se développe l'artillerie. Et donc la chevalerie, je ne veux pas dire qu'elle est au chômage, mais c'est un peu ça. À ce moment-là, à partir du moment où l'artillerie se développe, la chevalerie trouve d'autres activités et naît l'idée du dressage, le travail au pilier que vous voyez ici, où effectivement vient l'époque du dressage, où la notion d'équitation se développe vraiment. Et parallèlement donc au développement des règles de l'équitation, en Angleterre, le développement des courses de pur sang commence. On est au XVIIe, XVIIIe siècle. Il faut dire qu'en Angleterre, ils ont une longue tradition parce que déjà les Romains se servaient en termes d'élevage dans le sud de l'Angleterre, où les prairies étaient très reconnues. Donc il y a un riche patrimoine génétique existant en sud d'Angleterre. Et ces courses les courses anglaises vont donc se développer essentiellement sur du plat ou de la course de haie, mais pas dans les autres disciplines telles que le trot, tel qu'on connaît en France. Ça, c'est des disciplines qui n'existent pas en Angleterre. Mais cette mode anglaise vient ensuite en France et se développe notamment au XIXe siècle, le nombre d'hippodromes qui, à ce temps-là, couvrent la France. Principalement, on le doit d'ailleurs à la monarchie de Juillet et Napoléon III, qui étaient passionnés de course et qui ont largement aidé à la structuration des courses, des systèmes d'enjeux. Et progressivement, on ne parlait pas encore de PMU, de Paris Mutuel, mais progressivement, le jeu se met en place. Il y a une chose qui est absolument géniale au XIXe siècle, c'est les passionnés d'élevage qui cherchent l'amélioration de la race. Qu'est-ce qu'ils font? Ils associent le jeu à la course, c'est-à-dire qu'ils associent le grand public à la course. Ils s'autofinancent les courses par le jeu. Je trouve que c'est une idée assez géniale, un PPP avant l'heure, et ça a très bien marché puisqu'on connaît la suite. Donc, se développe effectivement nombre d'hippodromes. Alors, principalement dans les zones enherbées, en périphérie des villes, ce qui fait que aujourd'hui les hippodromes qui subsistent, on en a beaucoup, on en a 265, sont en termes d'urbanisme
à faire très attention quand on est président de société, parce que vous savez, la France a une réglementation sur le PLU, les règles d'urbanisme, et il faut faire, quand on est président de société, il faut faire très attention de la manière dont on classifie l'hippodrome. Il faut que l'hippodrome puisse évoluer, il faut donc faire très attention à ce que le réglementaire ne fiche pas l'hippodrome, parce que sinon c'est condamné. Un hippodrome doit pouvoir évoluer au fil de la demande de la société. Donc ces hippodromes du 19e siècle étaient que celui-ci, je crois que c'est Maison Lafitte, de l'ancien camp de Maison Lafitte. On a souvent ce genre d'architecture néo-normande qui passe très bien, qui est très agréable. Et c'est aussi une période où le luxe investit les courses. Ça vient d'Angleterre, et c'est pour ça que les courses montent en gamme. Et il y a toujours cette image assez qualitative de l'hippodrome et de la course, et ça vient du XIXe siècle, où au moment où le jeu s'est installé, le luxe est venu accompagner la course. Vous connaissez toutes les grandes courses avec les dames à chapeau, c'est une image qu'on voit souvent. Alors, au XIXe siècle, donc après le XIXe siècle, au XXe et XXIe siècle, les hippodromes sont stabilisés en France. Il y en a de plus de 250, 265, peut-être un peu moins aujourd'hui, on est dans ces chiffres-là. Le Berry lui-même, puisqu'on va parler du Berry, a plusieurs hippodromes, notamment vous aviez la Guerche-Néronde, vous aviez Aubigny-sur-Ner, et vous aviez Lignières, et vous aviez Châteauroux. Et peut-être un autre dans l'Indre que je ne connais pas. À Mézières, voilà, c'est ça. Malheureusement, Néronde a été fermé parce qu'il y avait un passage de route avec des... C'est souvent le cas. L'emprise, un hippodrome, c'est 35 hectares. Et il faut donc avoir la maîtrise foncière de son hippodrome, parce que si vous n'avez pas la maîtrise foncière et vous avez un agrément d'utiliser une parcelle d'un propriétaire, au fil du temps et des dizaines d'années, ça peut changer, et à ce moment-là, l'hippodrome n'a plus la maîtrise foncière de son territoire et on ne peut plus courir. C'est ce qui s'est passé un peu à Néronde. Aubigny, alors Néronde s'appuie bien sur un bassin d'élevage que vous connaissez. Aubigny, c'était un peu moins le cas, mais c'était une volonté de la famille de Vauguet d'avoir un hippodrome sur Aubigny-sur-Ner. Et puis vous aviez à Lignières, là aussi vous avez un bassin d'élevage, vous aviez un hippodrome qui était sur la propriété du prince de Beaucontent. Voilà. Et là aussi, Aubigny a fermé, et on parlait de fermer Lignières parce qu'il appartenait sur un terrain privé et qu'il fallait trouver un renouveau. D'où l'intervention du département qui a su acquérir une propriété sur la commune de la Seine-Condé et maintenir une activité hippique dans le département du Cher, ce qui effectivement est très intéressant parce que l'hippodrome rayonne énormément sur les autres bassins d'élevage, l'Anjou, le Mâconnais, l'Allier et d'autres départements, et c'est effectivement une très bonne chose qu'on ait su maintenir une activité hippique dans le département. Et donc, sur les hippodromes alors sur les hippodromes, on court 3 disciplines en France. On court le galop, le plat, le cross et le trot. Dans d'autres pays, comme les pays du Nord, Suède et autres, Norvège et autres pays, on trotte beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand on trotte sur des terrains assez durs et que le froid de ces pays-là ne permet pas des sols souples comme l'exige le galop. Donc on trouve beaucoup de trot dans ces pays nordiques. On le trouve aussi donc, en France et un petit peu dans les autres pays européens, mais on le trouve aussi dans d'autres régions du monde. On a le plat qui est d'origine
soi-disant. On court dans le monde entier, on a des hippodromes. Souvent, on a effectivement des hippodromes de galop, de plat, qui restent la discipline, on va dire, majeure. Le cross est assez amusant, intéressant. Puisqu'on parlait de Linière a su justement, quand il a été question de reconstruire Linière, on a privilégié les 3 disciplines, ce qui permet d'avoir un excellent outil pour satisfaire l'élevage. Parce que, comme je vous le disais, la course, c'est la sélection et c'est l'amélioration de la race équine ou des différentes races. Et donc, c'est le top de l'élevage. Et maintenir les courses, c'est assurer l'élevage. Et maintenir l'élevage, c'est maintenir nos paysages de bocage. Et c'est un geste politique fort parce que ça permet, on aime bien nos bocages, nos haies et nos paysages comme on connaît. En soutenant l'élevage, on soutient nos paysages. On est bien dans la démarche du politique qui est sur l'aménagement du territoire. Je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que vous avez le cheval qui court, c'est à peu près qui réussit en course, c'est 1 sur 7. Donc vous voyez, les chevaux que vous allez voir en course, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à passer l'examen de passage. Et ça suppose qu'effectivement, il y a beaucoup d'élevage sur le territoire français. Alors, là, sur les grands hippodromes français, voilà quelques photos de... Ça, c'est une vue aérienne de l'hippodrome de Chantilly. Chantilly, qui est un hippodrome sans doute le plus renommé en France, avec aussi d'autres hippodromes. C'est un hippodrome que j'ai rénové il y a une vingtaine d'années et je suis en train de terminer un autre aménagement qui est le petit bâtiment vert là-haut. C'est un projet qui a été subventionné en grande partie c'était en tripartite. Il y avait France Gallo, l'État et le Prince Agacan qui avaient une volonté de soutenir Chantilly, puisque ça s'inscrivait dans une démarche plus large patrimoniale. Voilà quelques images qui vous montrent un peu. On est toujours à Chantilly. Et là, sur un autre type d'hippodrome américain, on doit être à Louisville, je crois. Alors, ça c'est Santa Anita aux États-Unis. Ça c'est Médane à Dubaï. Ça c'est au Qatar. Voilà différents hippodromes mondiaux. On pourrait, si on voulait décomposer les hippodromes, en France, on pourrait dire que on pourrait classer, il y a les hippodromes parisiens, qui sont effectivement ceux que vous connaissez, vous voyez à la télé, Auteuil pour la course, Chantilly ou Longchamp pour le plat, Vincennes pour le trot ou Anguin pour le trot, et Deauville qui est considéré comme un hippodrome parisien. Ensuite, vous avez les hippodromes, je dirais, urbains, comme Marseille, Toulouse, les grandes villes qui peuvent avoir un hippodrome. Et ensuite, vous avez les hippodromes ruraux, les Linières, c'est un très bon exemple. Et vous avez également les hippodromes balnéaires ou de ville d'eau. Balnéaire, vous avez effectivement toute la côte atlantique, du Touquet en passant par Deauville, Pornichet, qu'est-ce qu'on a d'autre, Arcachon, vous en avez pas mal. Et en ville d'eau, vous en avez un pas loin du Berry, qui est l'hippodrome de Vichy, qui est un très bel hippodrome reconnu nationalement. Alors ça c'est un hippodrome, je vous ai montré quelques photos, ça c'est l'hippodrome d'Ascot en Angleterre qui est un très grand hippodrome. Ça c'est le nouveau Longchamp, qui est un hippodrome assez récent, qui date de 3-4 ans à peu près. Ça c'est en Australie je crois.
Et ça, c'est une carte qui vous montre la répartition des hippodromes en France. Vous voyez que les hippodromes en France sont concentrés dans le quart nord-ouest. C'est-à-dire qu'en Anjou, Bretagne, Normandie, c'est une vacation. Et donc vous avez effectivement une vraie concentration. Vous avez un code couleur qui vous montre un petit peu les courses de trot, les courses de galop et les courses trot-galop. Vert, ce sont effectivement les courses mixtes. On voit que dans le centre, on a effectivement Linière qui est marquée, puisque Linière a ces trois disciplines, comme je vous disais, et Vichy qui est un peu plus au-dessus. Vichy qui doit faire les trois disciplines aussi. Alors, on a quelques autres hippodromes, donc on en voit sur le littoral. On a également dans le sud-ouest, où là vous avez une région d'élevage assez forte avec des embouts, des chevaux plus légers. Le haras de Tarbes était assez connu. Et on a un peu d'hippodromes dans la vallée du Rhône, notamment sans doute celui qu'on connaît le plus, c'est celui de Cannes qui sert à la période d'hiver pour les trotteurs. Donc il est assez connu. Vous avez également des hippodromes en Corse et vous avez un hippodrome en Martinique et un en Guadeloupe. Les deux, je les connais bien parce que je suis intervenu sur ces deux hippodromes d'outre-mer. Il faut dire que la Martinique et le Guadeloupe sont effectivement ont une population qui est passionnée de jeu. En plus, il y a le décalage horaire qui facilite les choses. Et il y a un vrai enjeu sur les territoires d'outre-mer. Bon, ça c'est quelques photos qui vous montrent ce que c'est que le plat. Ça c'est l'Arc de Triomphe à Longchamp. L'Arc de Triomphe étant considéré comme le championnat du monde du pur sang. Ça c'est une vue sur Linière et ça c'est une course au trot. Donc le trot est assez, le public aime bien le trot. Hein. Les turfistes qui ne sont pas forcément des gens de chevaux. Hein. C'est le jeu qui les passionne. Mais j'ai découvert qu'effectivement c'est avant tout le jeu qui primait, mais bon, ce ne sont pas des hommes de chevaux. On a toujours ça c'est Auteuil, je crois, le saut de la rivière d'Auteuil. Ça c'est assez sportif. Ce sont des chevaux un peu plus âgés, un peu plus mûrs. Quand ils ne sont pas encore mûrs pour le plat au galop, qui sont charpentés, ils vont parfois pas mal sur l'obstacle. Bon, ça c'est une vue d'élevage. Comme je vous disais, l'élevage du pur sang, c'est une vraie économie. Il faut savoir que certaines saillies en Angleterre, j'avais été à Newmarket, une saillie d'un chef de race, c'est 50 000 €. Jument pleine vide, donc on a intérêt à ce que les choses se passent bien. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les grands haras sont souvent propriétés de banques. Il y a une vraie industrie alors en France, ça reste des grands propriétaires ou des grands passionnés de chevaux. On n'a pas encore ce phénomène américain, mais je ne me fais pas d'illusions, ça viendra un jour ou l'autre. Alors l'élevage, on a des très beaux haras. Je vous invite à visiter les beaux haras de Normandie qui sont magnifiques. S'associe à l'élevage effectivement tout le commerce des chevaux. Il y a des ventes aux enchères, dont les ventes du 15 avril, du 15 août qui sont très connues à Deauville, où les chevaux partent parfois en millions de dollars. Il y a une salle de vente. C'est assez amusant d'assister parce que tout est discret, comme une salle des ventes, mais là on est sur des vrais chiffres. Après l'élevage, il y a l'entraînement. Là, vous avez une vue aérienne d'un centre d'entraînement à Royan que j'ai construit il y a une quinzaine d'années. Souvent, les centres d'entraînement sont associés à un hippodrome. C'est pas facile à gérer, mais ça permet de faire vivre également le monde des courses.
Ça, c'est une allée à Chantilly, où le mardi matin notamment, j'y étais encore ce matin, vous avez les galops dans les allées aménagées, soit à Maison Lafitte, soit à Chantilly. Il y a de très belles allées sur des terrains souples, parce que le galop exige un terrain souple. Alors ça, c'est pour parler des courses. On a parlé d'économie, et bien sûr, ça représente des sommes assez considérables. Je crois que on est 3,5 milliards, un truc comme ça. Donc, comment se passe un peu la répartition des courses? Alors déjà, l'histoire du PMU est venue, comme je vous le disais, au 19e siècle, où vous aviez les bookmakers, puis après, ça s'est plus ou moins structuré, et au 20e siècle, avant la guerre de 40, les choses se sont bien structurées avec le pari mutuel que vous connaissez, qui a l'avantage par rapport au système anglais, hein, où vous avez des bookmakers, vous avez un retour à la filière équestre qui est assez intéressant. Système qu'on a moins, nous on est bon en termes de taxes fiscales en France, hein. Donc on a effectivement un retour aux parieurs, c'est le grand 300 vert, et vous avez d'autres retours, dont la filière cheval. Vous avez le fonds éperon notamment, ou le fonds commun. Le fonds éperon finance des opérations qui n'ont rien à voir avec les courses, comme le maintien des races lourdes pour le débardage de bois en forêt dans le Jura. Voilà quelque chose qui n'a rien à voir avec les courses, mais les subventions qui sont données à ce type d'opération sont issues de la manne des courses. Donc c'est un système, à mon avis, très intéressant, que nous envient beaucoup de pays dans le monde. J'ai moi-même été sollicité pour aller, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, en Colombie, où avec deux groupes, deux autres experts, le gouvernement colombien craignait que la mafia mette la main sur le jeu et voulait absolument structurer le jeu et garder la main sur le jeu. Vous voyez, il y a des enjeux parfois importants. Et donc notre système est très bien vu dans le monde entier. Et il est générateur de pas mal d'argent. Alors l'État prend un peu d'argent, c'est normal, je ne sais plus le pourcentage exact. Donc comment se passe le jeu? Vous avez deux systèmes de jeu. Vous avez le PMU qui est effectivement celui qui génère le plus d'argent, mais vous avez ce qu'on appelle le PMH, le pari mutuel à l'hippodrome, que vous avez sur des petites courses. Si vous allez, là on a une image à Reims, on a des guichets. Curieusement, il y a de l'argent qui circule, mais il n'y a jamais trop d'agression. J'ai été surpris que finalement c'était un milieu, la passion du jeu fait que les choses se passent plutôt bien. Alors le PMH, c'est l'enjeu sur l'hippodrome, et le PMU, c'est les grandes courses qui sont un peu pariées nationalement. Pour information, par exemple, Linière a une course PMU ou deux courses, je crois, PMU par an. C'est intéressant pour la Société des courses parce qu'il a un pourcentage de l'enjeu national sur cette course-là, et en termes de réputation d'image, c'est effectivement très intéressant. Alors, se développe, il y a plusieurs manières de jouer. Vous avez bien sûr les guichets comme on l'a vu, mais vous avez aussi les bornes de jeu qui se développent, et puis vous avez aussi maintenant le jeu par internet auquel on n'échappe pas. Mais la passion, jouer sur l'hippodrome, ça reste quand même une vraie passion, parce que vous êtes en live, là, c'est immédiat. Alors voilà, là c'est un autre, je crois que c'est en Guadeloupe ça. Le système anglais, je vous en ai parlé, donc c'est peut-être du chauvinisme, mais je pense que le système français a beaucoup de mérite. Alors voilà quelques autres photos d'hippodrome. On est sur Auteuil, là on est sur Longchamp, là on est sur Lyon-la-Soie. C'est un projet sur lequel c'est un architecte anglais qui avait travaillé, puis comme il s'en sortait pas trop, on m'a appelé à la rescousse.
C'est un hippodrome qui est intéressant parce que le président a cherché à avoir une activité autre que les courses. Et donc, l'aspect très vertical du bâtiment, elle est due que sous le bâtiment, à l'arrière du bâtiment donnant sur la rue, vous avez des tas de magasins, pizza et autre chose, avec une mutualisation des parkings avec un centre commercial. Donc là, on a une polyvalence d'usage qui est, à mon avis, ce qui se dessine aujourd'hui sur l'hippodrome de demain. L'hippodrome est parfois loué à des manifestations extérieures, comme une fois ils avaient fait le lancement de la nouvelle Volkswagen. Je sais qu'à Vichy, ils avaient fait le centenaire de Porsche, parce que le site est quand même assez qualitatif, et donc quand on veut lancer un produit, l'hippodrome offre le paysage, le restaurant et une image qualitative qui est quand même intéressante. Alors, on retrouve Lignières. Ça, c'est une photo de Deauville. On voit l'architecture anglo-normande. Ça, c'est Deauville. Alors, Deauville, on a éclairé Deauville. Il y a les courses diurnes et les courses nocturnes. Et on a éclairé Deauville il y a 2 ans. Je me suis amusé à dessiner les mâts. C'est un exercice très complexe parce que les mâts ont des prises au vent, surtout en milieu côtier. C'était très intéressant. Et le fait d'allumer Deauville a fait monter de 47% les enjeux. Parce que effectivement, on a remarqué que les enjeux nationaux, en fin de journée, ça marche bien. Les gens ont fini de travailler et avant d'aller dîner, les semi-nocturnes marchent très très bien. Voilà Pornichet, que quelqu'un connaît, qui lui offre les courses nocturnes et les courses bien sûr diurnes, en offrant en discipline que le trot. Et là, c'est je sais plus, c'est ça, c'est ah si, ça, oui. Alors, ouais, ça c'est l'hippodrome de Cannes qui est principalement reconnu pour ses courses au trot, qui est un hippodrome qui est en bord de mer, quand on arrive en avion de Nice, on le voit très bien sur la gauche. Il est associé à un gros centre d'entraînement. C'est un très bel hippodrome dans le sens que il a une activité très très forte et très très vive avec des courses nationales tout l'hiver. Alors venons un petit peu aux caractéristiques d'un hippodrome. Alors on va prendre, comme on est chauvin, on va prendre Lignières. En plus, avec les Jeux Olympiques d'Athènes, avec celui d'Athènes, c'est le seul hippodrome ex nihilo que j'ai conçu. La plupart du temps, ce sont des hippodromes qui existent, qu'on rénove, et donc on a beaucoup moins de problèmes d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est l'architecte qui nous parle, tout projet devient très difficile, quel qu'il soit. Si vous n'avez pas un grand projet, si vous n'avez pas une volonté politique forte, c'est impossible de le sortir. Quand on a sorti l'hippodrome de Châtelaillon-Plage-La Rochelle, on a eu toutes les peines du monde parce que on était sur des marais, proches des marais, donc avec une faune, flore dite sensible. On a donc fait une enquête pendant 1 an pour mesurer le nombre de moustiques, notamment à la période d'avril. En fait, l'enquête environnementale se fait d'avril à avril pour couvrir toutes les saisons. Et c'est principalement au printemps où les choses bougent le plus. Donc vous avez des passionnés, enfin des professionnels qui viennent avec des espèces de draps et qui comptent à la fin de la journée des impacts de moustiques et autre chose pour en apprécier l'importance de la faune flore. Et sans la volonté politique du maire et du préfet de région, qui était à gauche autrefois, c'était M. Tomasini, je crois, qui a vraiment aidé à ce que le projet de La Rochelle sorte, on n'aurait pas pu sortir. Sur Lignières, on avait moins de problèmes, parce qu'on était dans un milieu rural, moins sensible en termes environnementaux, mais j'ai quand même mesuré que on bouleversait quand même certaines choses. Par exemple, les pistes sont drainées en cas d'orage pour pouvoir les utiliser 20 minutes après
n'y a pas de l'orage. Et l'évacuation rapide du drainage fait qu'on a vite fait de ramener l'eau sur la route qui est en bas du l'hippodrome. Donc on a dû gérer toutes ces eaux pluviales. Et c'est vrai qu'un nouvel équipement de cette emprise a tout son impact dans l'environnement. Alors certains hippodromes, on parle de pôle à la Seine-Condé, et je crois que le terme est juste parce qu'on y fait autant des concours hippiques que de la plage, que le musée, que le conservatoire d'Horace avec le Grand Noir du Berry. Vous avez aussi un pôle vétérinaire. Donc on a vraiment cette notion de pôle. Souvent j'entends parler de pôle, mais non, on n'est pas sur des pôles. Là on a vraiment différentes activités équestres et hippiques. Et dans l'hippisme, on a les fameuses 3 disciplines. Vous avez effectivement la piste ovale qui est la piste de galop, la piste un peu plus sinueuse qui est la piste d'obstacle, et la piste en jaune au centre qui est la piste de trot. Un hippodrome, il faut à peu près 35 hectares dans une forme rectangulaire. Si on n'a pas la forme rectangulaire, on monte vite à 50 hectares, sans son centre d'entraînement. Là, on est à plus de 100 hectares parce qu'on a effectivement 12 installations. Mais la première chose quand on réfléchit sur un hippodrome, c'est de voir l'emprise foncière qu'on a. Et le premier exercice à faire, c'est est-ce qu'on est capable d'y rentrer une piste. Une piste de trot, celle de Linières fait 1300 mètres, ce qui est une belle distance. Parfois elles sont un peu plus courtes, mais la fédération du trot avait demandé à ce qu'on soit sur une piste de données internationale. Donc on est sur du 1300 mètres avec des aires de départ, c'est des petites surfaces que vous voyez au centre de l'hippodrome. La piste de galop, elle est dans les 1600 et pratiquement 1700 mètres. Avec différents départs possibles, sachant que les beaux départs en course de place, c'est entre 1800, 2004, 2006, c'est à peu près les belles distances. Et puis les courses d'obstacles, on a essayé de varier le type d'obstacles. Vous avez des passages de butte, des passages de route, des passages de rivière, de gué, un passage de gué, justement, qui est dans l'axe de la tribune, parce que ça constitue un spectacle quand on est sur la diagonale. Voilà. Donc retenez tout ceci, qu'une trentaine d'hectares sont nécessaires à l'implantation d'un hippodrome. Après, il faut garder l'orientation. Alors ça, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça fait encore pas trop mal. On fait en sorte d'avoir le soleil dans le dos, puisqu'on court plutôt dans l'après-midi. Donc le meilleur éclairement possible, c'est quand votre tribune, le dos de la tribune est au sud-ouest. Voilà. La volonté du président du département de l'époque, qui avait initié le projet, M. Pointrot, était d'avoir des pistes de qualité. Et on partait sur un hippodrome de 3e catégorie, c'est-à-dire un hippodrome d'entraînement. Il n'était surtout pas visé de faire des courses PMU, ni de faire la nique aux gros hippodromes tels que Vichy et autres choses. C'était à mon avis une décision juste d'offrir des pistes de grande qualité qui permettaient de tester les chevaux sans les bousiller, parce que ça ne sert à rien de gagner une course si votre cheval sort boiteux le lendemain. Donc avoir des pistes de qualité, c'était la première demande du Conseil général pour que l'hippodrome puisse prendre son rythme de croisière. Et ça a très bien marché, puisqu'après on s'est retrouvé avec une course PMU, parce que tous les éleveurs étaient très satisfaits, justement, ils venaient tester leurs chevaux, et la réputation s'est vite faite. Et c'est tant mieux, l'objectif a été parfaitement atteint dans ce sens-là. Alors, sur un hippodrome, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a effectivement l'accueil des chevaux. L'accueil des chevaux, c'est un peu plus haut sur le haut de l'écran, c'est des boxes de passage. Il faut savoir qu'une course dans l'après-midi par exemple, vous avez une réunion est composée en
près. Et tout ce monde-là vient, il faut les loger. Donc les chevaux arrivent et on les met au box. On essaie de faire en sorte que, c'est ce que j'avais essayé de faire à Linières, d'avoir plusieurs cours pour que les mâles soient dans une cour, les juments dans une autre cour, pour éviter que ça se bagarre trop au box. Vous avez un rond de présentation. Alors, on va venir après la séquence. Vous avez le parking des bancs, les box pour loger les chevaux, et ensuite la tribune elle-même. Comment se passe le déroulé d'une course? On va parler de séquence de course. Vous avez donc effectivement les chevaux qui arrivent le matin, ensuite qui sont préparés aux salles de sénage ou harnachés pour les trotteurs. On les fait marcher, les chevaux de galop, on les fait marcher beaucoup au pas pour que chauffer les muscles sans tuer l'énergie. Et quand vient le moment de la course, les chevaux vont au rond de présentation. Je ne sais pas si la fournière marche. Le rond de présentation, c'est l'ovale qui est au-dessus de la tribune. Et voilà. Donc ici, vous avez le rond de présentation. Et c'est au moment les chevaux sont présentés au public, et c'est là où, à ce moment-là, le public décide de faire ses enjeux. Et comme c'est un peu comme au casino où les gens jouent au dernier moment quand la boule est lancée, et que le croupier dit rien ne va plus, c'est un peu la même chose. Là, les turfistes attendent toujours le dernier moment parce que quand ils n'ont pas joué, ils n'ont pas encore perdu. Et donc, après cette présentation au public, les chevaux rentrent en piste et s'en vont prendre le départ pour le galop. Pour le trot, c'est un tout petit peu différent. Vous avez des codes couleurs par course et l'échauffement se fait à l'intercourse, et entre courses, on voit les trotteurs faire ce qu'on appelle des bouts. Et le public est associé à tout ceci. Et qu'est-ce qu'il faut donner au public dans un hippodrome? Il faut bien sûr des gradins, leur offrir une vue dégagée, donc être dans un système constructif de porte-à-faux, ce qui n'est pas une chose très facile, monsieur l'expert, vous saurez me le confirmer. Quand j'ai fait Vichy, effectivement, on a le plancher béton qui est en porte-à-faux et qui a une flexion, je crois, de 12 cm. Imaginez, il faut que le verre du restaurant puisse coulisser, puisque la flexion du béton est de 7 à 8 cm, je crois, entre l'hiver et l'été, les variations qui peuvent exister. Donc, offrir des vues dégagées. Pourquoi? Parce que dans un match de foot ou de tennis, le spectacle est devant vous. Donc les poteaux, ils sont à droite à gauche, mais vous avez une vue assez concentrée. Les courses, c'est pas tout à fait la même chose. Les courses vont chercher le tournant est là-bas à 300-400 mètres, et donc on a une vue latérale. Si vous avez des poteaux, les poteaux se mettent en ligne, et vous n'avez plus la lecture de la fin de course. Les 300 derniers mètres sont effectivement les plus intéressants. Tous les hippodromes que j'ai vus ratés, que j'ai pu voir dans le monde principalement, c'est quand on a des poteaux, parce qu'effectivement faire avec des poteaux ça coûte beaucoup moins cher, et le porte-à-faux est quand même beaucoup plus délicat. Donc offrir une bonne vue aux spectateurs de manière à ce qu'ils jouissent du spectacle, et sachant que les 100 derniers mètres, là c'est sur le fil, c'est là où sur l'arrivée, c'est là où le spectacle est le plus fort. Raison pour laquelle on associe au gradin souvent un restaurant, ce qu'on a fait à Linières. On a fait un restaurant assez simple, mais qui finalement est débordé d'activité. Et c'est sur la ligne, effectivement, que le spectacle est plus fort, tant juste avant la ligne qu'après la ligne. Là, le spectacle est très intéressant à ce moment-là. Pour le public, il faut aussi lui donner les structures de jeu. Donc on a un hall des paris, que certains ont peut-être visité, et qui permet une certaine polyvalence de l'hippodrome. Pour revenir aux pistes, on est sur des cordes à gauche, c'est-à-dire qu'on est dans un sens anti-horaire. Il faut dire que 65% des hippodromes sont cordes à gauche en France. Aux États-Unis, c'est plus standardisé, on est toujours sur une distance, les Américains aiment beaucoup les standards, donc on est sur des pistes
1400 et quelques, 1600 et quelques mètres, et toujours corde à gauche. Ça ne bouge pas. Alors que nous, un cheval peut gagner à un endroit et ne pas gagner à un autre endroit. Vous prenez Chantilly, Chantilly est un hippodrome assez compliqué parce que à la sortie du dernier virage, il y a une espèce de faux plat. Et si le cheval ne reprend pas son souffle à ce moment-là, il ne gagnera pas la course. Donc vous voyez, c'est assez intéressant d'avoir cette variété d'hippodromes en France. Vous avez des cordes à droite aussi. Alors pourquoi corde à gauche? Parce que le cheval est entouré et cintré comme ça dans le ventre de sa mère, et donc il est latéralisé à gauche. C'est pour ça que si vous regardez les images rupestres de nos grottes, de nos hommes préhistoriques, souvent le cheval est représenté sur son latéral gauche. Pourquoi? Parce qu'on aborde toujours, la plupart du temps, on est toujours sur la gauche du cheval. Ça tombe bien parce que nous, on est à 85%, on est des droitiers, donc ça marche bien. Et donc, c'est sans doute une des raisons pour laquelle la corde à gauche marche bien. Alors, voilà d'autres dessins de pistes. On peut voir des dessins de pistes assez variés. Vous avez, je crois que ça c'est en Angleterre, on a Longchamp, on peut faire plusieurs anneaux pour avoir des petites courses, grandes courses. Sur Maison Lafitte, vous avez des courses dans deux sens différents. En Angleterre, on a souvent des parcours beaucoup plus mouvementés que nous. Ça redescend, ça passe derrière le petit bois, c'est ce qu'on appelle le passage du petit bois. Les pistes sont beaucoup plus variées dans leur tracé que ce qu'on peut trouver en France, mais on n'a rien à rougir parce qu'on a un ensemble d'hippodromes qui fonctionne bien. Ça, je crois que... Oui, ça c'est en Angleterre. Ça c'est Epsom. Et on voit une piste très triangulaire, elle est assez originale, avec une longue ligne droite. C'est un hippodrome magnifique mais très ample. Et quand ils font les grands prix, on a tout de suite 200 000 personnes facilement. Ça, c'est un dessin plus, je crois que c'est aux États-Unis. Vous voyez, ça, c'était des pistes beaucoup plus conventionnelles, avec des chutes de départ, deux anneaux qui permettent de varier un peu les distances. Bon, après, on s'adapte au terrain, bien sûr. Un terrain, alors le terrain de préférence, on est sur des terrains plats parce qu'on ne peut pas s'accorder grande montée sur le plat. On est limité à peu près à 2% de pente, ce qui fait linéaire, je crois qu'on a 2 et quelques sur la ligne droite d'arrivée, ce qui est déjà pas mal. Il y a quelques contre-exemples comme l'hippodrome de Pompadour, mais si on regarde bien Pompadour, qui est face au château, c'est un paysage magnifique, vous avez une espèce de grande cuvette, mais l'hippodrome est comme sur le rebord de la cuvette, donc c'est quand même une piste horizontale. Bon, voilà d'autres photos où le public est assis dans les gradins. Au-dessus, on a un restaurant totalement vitré, exempt de poteaux. L'hippodrome de Pornichet, la salle des paris. Ce qui est intéressant, c'est de la rendre polyvalence parce que c'est donc quand même des investissements importants, il faut les faire vivre. Comme je vous disais, Lyon avait des exemples de vide sur l'hippodrome en dehors des courses. Je sais qu'à Pornichet, ils se servent du hall des paris pour faire parfois le salon de viticulture, ou des ostréiculteurs, ou des salons des antiquaires ou autres. Enfin, il y a une vraie vie du hall des paris et qui fonctionne bien. Voilà, je crois que ça c'est l'hippodrome d'Auteuil. Oui, c'est ça, Auteuil. La vue dégagée dont je vous parlais avec le restaurant, là, on comprend bien le problème de voir que la piste, enfin le restaurant doit offrir la vue dégagée la plus claire possible. Ça, c'est les préparations. Quand le cheval est à la préparation, bien sûr, on le réchauffe pour qu'il ait les muscles chauds. Le but, c'est de gagner. Un autre hippodrome qui est très intéressant, c'est celui de Singapour, parce que les stades de sellage, qui sont la période de préparation avant la course, et qui constituent un spectacle. Hein. Le public regarde souvent comment ça se passe.
Et à Singapour, ils ont effectivement tout un arc de cercle où les salles de sellage permettent au public de voir la préparation des chevaux. Le public est toujours très preneur de ces intermittences, parce qu'il faut dire qu'une course, c'est quelques minutes, hein, c'est 3-4 minutes. Et il y a une course où c'est 45 minutes. Donc qu'est-ce que je fais de 40 minutes entre les deux? Donc je remets les trophées, je fais la préparation des paris, je fais de l'animation, il y a X idées, mais il faut savoir maintenir l'activité intercourse et le spectacle intercourse. Donc pour faciliter effectivement les préparations, les gens sont toujours étonnés qu'on touche les chevaux, qu'on la manière dont on essaye, ils sont toujours très attentifs à toute cette préparation. Il faut donc organiser un hippodrome pour que tous ces moments-là, qui sont des moments forts, satisfassent la demande du public. Singapour est très réussi sur ce niveau-là. Bon, ça c'est les rituels de préparation. Quand le cheval est préparé, on l'emmène au sellage. Après le sellage, on l'emmène au rond de présentation. Au rond de présentation, on présente d'abord les chevaux en main, ensuite les jockeys se mettent en selle, c'est là où en général les entraîneurs donnent les ordres et les chevaux rentrent en piste après coup. Et après vous avez la victoire qui est toujours célébrée en général au champagne avec beaucoup d'effervescence. Voilà. Vous connaissez tous le poids, la pesée. Là, c'est un hippodrome à peser à l'ancienne, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. Vous avez tout est câblé avec des affichages à l'écran, donc tout est enregistré. Mais la pesée reste à des moments préalables forts, qui n'est pas souvent perçu par le public parce que c'est un moment assez confidentiel. Alors vous aviez des hippodromes comme le Vieux Deauville qui était intéressant parce qu'on voyait la pesée dans le public avait possibilité de voir la pesée. C'est toujours des moments, comme je vous le disais, intéressants de la mise en spectacle de ces différents moments autres que la course elle-même. On peut parler aussi des codes couleurs. Hein, les courses sont un code couleur avec les propriétaires des casaques, avec des toques, avec des dessins très particuliers. Alors, ça se demande, quand on veut ces couleurs, on fait une enquête, et puis on propose 3 schémas, et ensuite on vous attribue couleurs et schémas selon, pour qu'il y ait une bonne visibilité de votre écurie. Alors, ça existe chez les trotteurs, bien sûr, et chez les galopeurs. Alors les courses, comment se gèrent les courses? L'hippodrome, vous avez tout un personnel spécialisé qui juge la course. Là, je vous montre l'hippodrome de Cornichet avec sa tour, son mirador d'arrivée, qui en général, le mirador qui est donc sur la ligne d'arrivée, se constitue des juges, d'un étage pour les juges, des speakers et des caméramans, et puis de la presse éventuellement dans les niveaux inférieurs. Donc il y a plusieurs solutions. Vous avez à Vincennes, le mirador est suspendu à la toiture, ce qui constitue des charges en porte-à-faux difficiles à gérer. Là, on avait sur Cornichet, on avait fait le choix d'avoir la tour de l'hippodrome indépendante, que j'avais enserré d'une résine métallique en référence au torche hélénique, mais c'est pas comme ça que ça a été compris. On a surnommé ça le cornet de glace. Enfin bon, en fait, on est toujours trahi. Mais donc l'importance que les juges puissent avoir une vue complète de la course, et puis que cette disposition soit lisible du public, c'est aussi une bonne chose parce que ça met à l'écart les courses truquées et autre chose. Le public fuirait s'il avait le sentiment que les choses étaient mal jugées. Donc on voit sur l'hippodrome de Cornichet donc la tour de mirador d'arrivée, les premiers salons qui sont des espaces privatifs assez chic, et un peu plus au loin on voit le restaurant qui est la zone vitrée, qui est avant la course, avant l'arrivée de la course, mais j'ai une vue assez dégagée qui marche. Alors oui, quand je vous parle de PV
expériences. À Paris, par exemple, on fait un festival de rock, il y a toutes sortes d'activités possibles et inimaginables. On fait aussi des salons de chasse et autres sur Auteuil. C'est une bonne façon de rentabiliser ces grands espaces. On associe sur un hippodrome, pour que ça marche bien, on associe des jeunes enfants. Il y a sur Chantilly, on a une garderie qui marche bien parce que ça permet aux parents de se consacrer au jeu. J'ai travaillé sur un hippodrome à l'île Maurice où on avait un parc d'attractions pour les enfants qui marchaient bien, et puis les papas, eux, allaient jouer à l'hippodrome. On arrivait, il y avait séparation de famille, là, les pères à l'hippodrome, les mères et les enfants au parc d'attractions. Ça marchait très bien. Ça, c'est oui, les feux d'artifice, ça, je crois que c'est à Cannes. Alors, effectivement, quand c'est un terrain dégagé, ça peut servir à des manifestations d'ampleur. Alors, ça, on a parlé de tout ce qui était course, qui était le monde de l'hippisme. Mais le cheval, il a aussi d'autres activités qu'on va survoler très rapidement. Hein. Vous avez le jumping, là, on est sur le concours hippique de Chantilly. Ça, c'est un très beau concours hippique de portée internationale. L'intérêt, c'est que, effectivement, c'est des spectacles beaucoup plus. On n'est plus dans le professionnalisme, là, on est dans l'amateur. Même si là, ce sont des professionnels du saut d'obstacle. On a le dressage, qui est une discipline très rigoureuse, qui se pratique dans un rectangle de 60-20 sur des allures symétriques. Alors, juste un petit rappel avec Louis XV, le dressage est né à l'époque du classique. La période classique, c'est la symétrie. Si je devais me hasarder à résumer la période de l'architecture classique, je dirais que c'est l'élégance de la symétrie, l'élégance de la proportion déclinée dans la symétrie. Je trouve que c'était à peu près ça. Et j'ai toujours été interpellé que les règles de dressage se soient développées à cette époque-là. Et justement, on est sur une présentation symétrique du couple cheval-cavalier. Et quand on regarde les manèges, les bons manèges sont souvent symétriques. J'ai monté une fois dans le manège de Munich, des Jeux Olympiques de Munich de 72, qui était un très beau geste architectural, mais typé des années 70. On avait un toit de 12 mètres de haut, 15 mètres de haut d'un côté et de 5 mètres de l'autre. On avait un sentiment d'écrasement qui, à mon avis, on n'est pas en relation avec l'espace si on n'est pas dans un univers symétrique. Enfin, c'est un avis qui est assez personnel, mais c'est une discipline rigoureuse. Alors, d'autres disciplines existent. Vous avez l'attelage, vous avez l'endurance aussi. Voilà, l'endurance qui se pratique notamment dans les pays arabes. Là, la France a initié un projet grâce au président Macron et les bonnes relations qu'il a avec l'État saoudien. La France a initié un projet qui s'appelle El Moula, on l'a vu à la télé, qui développe plusieurs secteurs, la culture, l'équestre et l'industrie et un autre. Les recherches anciennes. Donc l'endurance est une discipline très prisée dans les pays arabes où il faut effectivement faire 40 km en gros avec un examen de l'état physique du cheval à l'arrivée, c'est-à-dire que votre cheval ne doit pas boiter ni quoi que ce soit. Et donc c'est pas si facile que ça à faire. En concours complet aussi, on a cette épreuve dans les grands concours internationaux. Après l'épreuve de cross, le cheval passe un test vétérinaire et il n'a le droit de repartir que s'il est en bon état. Vous avez le polo. Alors, polo est une discipline qui est peu pratiquée parce que si vous êtes joueur de polo, il vous faut plusieurs chevaux, pardon.
une écurie complète, ce sont souvent des petits chevaux argentins qui fonctionnent bien. Alors vous avez, alors c'est très chic, hein, bien sûr, le polo. Le polo a doublé son nombre d'adhérents, mais en fait, si on est passé de 100 à 200, ça reste quand même une discipline très confidentielle. Ça se pratique sur un terrain assez vaste, qui fait plus de 5 hectares. Vous avez un très beau terrain de polo dans le Bois de Boulogne, et vous en avez un autre à Chantilly, et vous en avez un autre à Deauville. Il en existe sans doute d'autres. Alors, il y a aussi pas d'autres polo qui peut se courir sur des terrains plus petits. Tout ça suppose des sols, on revient au problème des courses et des concours hippiques, ça suppose des sols qui soient parfaits. Et là, il y a un enjeu très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut amortir et rebondir. Autrement dit, vous êtes en dur et mou à la fois, ce qui n'est pas facile à faire. Donc, vous avez au jour d'aujourd'hui les sols d'obstacles en sable. Alors, c'est pas un sable qu'on prend comme ça, hein. Ce sont des sables qui sont triés par une granulométrie. Le but, c'est effectivement que l'espace entre grains soit le plus faible possible pour avoir de l'adhésion moléculaire, et qu'on renforce avec l'arrosage. Il suffit d'aller se promener sur la plage, on voit le sable qui est battu par la mer et celui qui n'est pas battu par la mer. Il y en a un qui est dur, puis il y en a un qui est couillant, comme c'est pas permis. Donc l'idée, c'est d'avoir un sable qui naturellement, entre les éléments, s'accroche. Par exemple, vous avez un sable siliceux de Nemours qui est apprécié de l'industrie verrière, mais qui ne convient pas bien pour les caisses. Parce que quand vous regardez au microscope les grains, vous voyez que les grains sont sphériques, et donc il n'y a pas d'accroche entre les grains. Alors que tout à côté, sur Metz, à côté de Fontainebleau, vous avez des sables qui étaient autrefois plus qualitatifs, mais aujourd'hui qui sont plus recherchés. Si vous regardez au microscope, ils ont une accroche beaucoup plus angulaire, ce qui fait que les grains entre eux s'accrochent beaucoup mieux, a fortiori si c'est arrosé. Au jour d'aujourd'hui, les techniques d'arrosage se sont développées. On arrose par capillarité, ce qui fait qu'on consomme beaucoup moins d'eau que par un arrosage par aspersion. On évite par aspersion, vous avez des recoupements de zones qui font que vous avez des zones plus arrosées que d'autres, donc c'est mauvais. Pour être parfait, il faut qu'un sol soit égal dans sa portance, et ne jamais trahir le cheval quand il est sur un abord. Si le cheval sent que le sol est plus mou ou plus dur, ça ne fera pas bien. Donc ça, c'est assez complexe, mais vous avez quelques entreprises professionnelles en France qui réussissent très bien, et qui, les Allemands aussi, font des bons sols équestres. Mais c'est un enjeu important, parce que vous avez vite fait de torpiller un cheval. Si vous avez un sol trop dur, vous aurez automatiquement des lésions. Si vous avez un cheval trop fouillant, vous aurez aussi des lésions, des poches, et donc après vous aurez des gros boulets, ou ce qu'on appelle des épanchements synoviales. Dans les courses, c'est le même sujet. Si vous avez une piste en gazon, elle doit être plus souple, ne pas raisonner, elle doit être arrosée. Alors là, on ne parle pas de capillarité, mais on est par aspersion, parce que c'est quand même beaucoup d'hectares. Mais c'est une qualité à rechercher. Pour le trot, c'est pareil. On utilise soit un sable de la région de Normandie, sable de Mouan, ou alors en pouzzolane. Pouzzolane un peu plus difficile à gérer, mais linière en pouzzolane. Pourquoi la pouzzolane à linière? Parce que j'avais souhaité avoir le même revêtement que l'hippodrome de Vichy, en disant, comme on vient tester les chevaux à linière, et ensuite si ça va bien on ira à Vichy, le cheval ne sera pas surpris par cette différence de revêtement pour le trotteur. Donc c'est un truc très difficile, et c'est pas mesurable. C'est toujours un peu d'empirisme là-dedans, c'est toute la difficulté du sujet. Et puis quand un cavalier perd, il saura dire mais le sol était mauvais, la piste était mal faite, ça, on connaît la roue. Voilà, écoutez, voilà la présentation sur ce que je peux vous dire sur les hippodromes. Je vais vous faire un rapide panorama